et la vallée d'Aoste est un tout petit coin dans la péninsule. Deuxième élément à retenir, Aoste est plus proche à Paris qu'à Rome. Alors, le bleu est la région autonome. J'ai demandé au logiciel de calculer la distance à vol d'oiseau entre Paris et Aoste et entre Aoste et Rome. Comme vous le voyez, Aoste est plus long, disons, entre Rome et Aoste, ce sont plus de 80 km par rapport à Aoste-Paris. Et si vous pensez que Marseille, c'est 660 km de Paris, Bordeaux 500, donc on est à peu près à la même distance qui existe entre Bordeaux et Paris. Paris-Toulouse ou Paris-Brest, même chose, 505 km. Donc, premier élément pour donner une réponse pourquoi il existe un pays francophone au-delà des Alpes, parce qu'on est bien ou mal à l'intérieur du cercle qui englobe Bordeaux, Brest et aussi la ville d'Aoste en Italie. Ce qui nous caractérise le plus, ce sont vraiment les sommets d'Europe. Ici, et je m'excuse, mais je dois faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Mont-Blanc, côté Val d'Autun, non pas côté Chamonix, Haute-Savoie. Le Mont-Cervin, la plus noble montagne d'Europe, comme le disait quelqu'un. Et celui-là est une autre 4000 mètres, et le Mont Rose. Donc, on a... excusez-moi, mais je deviens pas seulement maître, mais presque maréchal avec ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Il est vrai qu'on fait une carrière accélérée en France. C'est bien, merci Pierre. Donc, comme je le disais, le Cervin, le Mont Rose, qui est un massif avec plusieurs sommets, plusieurs montagnes à son intérieur, et la montagne la plus haute d'Europe, le Mont Blanc. La vallée d'Aoste a cette caractéristique d'être une vallée, donc avoir des montagnes très hautes et d'un côté, disons, le côté nord et du côté sud. Pourquoi cela? Parce que, au point de vue de la géographie, c'est l'endroit où les Alpes, qui forment un arc qui délimite l'Italie, la plaine du Pô, au nord, c'est le lieu où les Alpes, qui jusqu'à ce moment-là, de la côte de la Méditerranée, procèdent en direction sud-nord, plient pour prendre une direction ouest-est. Et on est vraiment au coin, à l'angle de cette géographie. Mais ce n'est pas seulement la géographie qui est intéressante pour la vallée d'Aoste. Ce qui nous caractérise le plus, c'est, et là, je devrais faire, j'avais tout préparé, mais comme d'habitude, il y a toute une série de problèmes. Essayons de faire comme ça. Alors, j'ai donné comme titre à cette diapo, un pays à l'histoire 5 fois millénaire. Pourquoi cela? Parce qu'on a des témoignages de l'archéologie qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et en effet, on trouve, premier élément, c'est une stèle, un peu difficile à saisir. Mais, alors, peut-être vous remarquez, il y a des lignes ici. C'était la représentation d'une maille de fer, d'une cuirasse. Il y avait un visage, seulement qu'une civilisation successive à celle qui a gravé ces pierres a voulu détruire la mémoire de cette civilisation, donc ils ont rayé les visages. Mais on trouve encore, il y en a plusieurs en Vallée d'Aoste, encore dans les magasins du musée d'archéologie, on est en train
d'aménager un musée pour le mettre en relief. Et ces stèles remontent, comme je l'ai dit, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'est une découverte tout à fait récente qui date d'il y a 3 ans. Alors, cela ne vous dit pas trop, ce sont des trous dans le terrain, mais en réalité, c'est une nécropole qui a été en fonction entre le 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ, et on a retrouvé un tombeau d'un prince celte, donc on peut dire le Gaulois qui habitait, ou les Celtes, chez nous ce ne sont pas les Gaulois, ce sont les Salas, mais ce sont toujours des Celtes, qui habitaient la vallée d'Ost. Et là, c'est très important cette fouille parce que il a contraint les experts à changer complètement la datation de l'arrivée des Celtes dans la plaine du Pô, c'est-à-dire que avant cette retrouvaille, on pensait que les Celtes étaient arrivés avec un siècle plus tard, tandis que la découverte de ce tombeau a démontré que les Celtes étaient arrivés dans la plaine du Pô avec un siècle d'avance par rapport à ceux qu'on connaissait. Mais ce ne sont pas les Celtes qui ont inhumé leurs morts dans cette nécropole, parce que après il y a eu une nécropole romaine dans le même endroit, et encore un cimetière jusqu'à les années 1930 du siècle dernier. Donc, le 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'époque des Celtes, l'époque romaine qui a été très importante pour la vallée d'Ost, parce que la ville d'Ost, Augusta Praetoria, a été fondée par les Romains l'an 25 avant Jésus-Christ. Et là, vous voyez l'arc d'Auguste, donc l'empereur Auguste qui a fait bâtir, comme il l'a fait à Suse, dans la vallée de Suse, qui est une autre vallée importante des Alpes, disons, dans où il y avait les passages les plus importants pour franchir les Alpes. L'Empire romain, l'empereur Auguste, avait décidé de présenter toute la puissance romaine par des monuments plutôt imposants. Celui-là a survécu, on l'a christianisé, en effet, on lui a mis un Christ, déjà à l'époque du Moyen-Âge, mais là, c'est vraiment l'entrée de la ville d'Ost, en arrivant de la plaine du Pô. Autrefois, la route consulaire romaine passait vraiment au-dessus, et pour ceux qui connaissent ou qui connaîtront la ville d'Ost, en droite ligne, on voit au fond ce qu'on appelle la porte prétorienne, donc la porte principale de la ville. C'était vraiment un arc de triomphe avec une voie qui devait vraiment épater les populations locales. Ils devaient comprendre que la puissance romaine n'était pas seulement une puissance des armes, mais c'était aussi une puissance d'ingénieur, une puissance de colonisateur, quelqu'un qui avait des connaissances et la force pour bâtir des monuments qu'à l'époque n'existaient pas ailleurs. Et encore, c'est tout le Moyen-Âge. En Vallée d'Ost, on est plein de châteaux, il y en a, je crois, à peu près une centaine, même plus, quelques-uns encore parfaitement conservés, d'autres en ruine. Là, c'est le château de Verrès. Château de Verrès qui a la double particularité d'être, disons, le bâtiment principal d'un château du Moyen-Âge, mais ce qu'on a ajouté tout autour, là, c'est une première tentative de bastion, donc on est en plein XVIe siècle. Donc on mélange les styles de fortification suivant le développement des armements. Le château de Verrès est très important parce que ce que vous voyez sur le fond est la vallée principale, donc il pouvait contrôler la vallée principale, mais en même temps il contrôlait une des vallées, l'accès à l'une des vallées latérales, la vallée d'Ayas, qui amenait elle aussi au-delà des Alpes, dans ce cas, dans le Valais suisse. Donc, un château qui devait contrôler un croisement routier, qui d'ailleurs est la même logique
qui a porté à la fondation de la ville d'Ost. Pourquoi Ost existe où elle se trouve? Parce que c'est le point où la route qui conduit au Petit Saint-Bernard, donc à la Savoie, et la route du Grand Saint-Bernard, donc la route qui conduit dans le Valais, se rencontrent. Les Romains, qui n'étaient pas fous du tout, vont fonder une ville là où ils peuvent contrôler les deux chemins en même temps. Et dernière image de cette page, c'est la pleine modernité, quelque chose qu'on a inauguré il y a 2 ans, c'est la Skyway, donc c'est pour monter au Mont Blanc. On n'arrive pas vraiment au sommet, mais aujourd'hui c'est disons, la réalisation technique la plus moderne qu'on a en Vallée d'Ost et de laquelle on a pas mal discuté parce que les coûts étaient très élevés, mais quand même il a été l'un des éléments les plus qui a attiré les plus de touristes dans les dernières années. Et encore, donc, petit résumé, Vallée d'Ost, on commence à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Là, c'est l'ère mégalithique de Saint-Martin de Corléans, sur laquelle on a bâti un musée qu'on est en train de... On peut déjà visiter, mais il n'est pas encore complet quand même. Et là, c'est très important parce qu'il nous témoigne, disons, le fait que en Vallée d'Ost, les gens voyageaient et passaient déjà il y a 5 millénaires, même avant, mais on n'a pas des témoignages. Et après, il y a l'époque romaine. Sur l'époque romaine, je m'excuse, il arrive. Alors, pas envie d'arriver. Voilà, il arrive. Alors, qu'est-ce que c'est cet arc? Cet arc est ce qui reste de la route romaine des Gaules à Donnas. Vous pouvez remarquer de ce côté, il y a encore une colonne où il est indiqué le millier et l'arc creusé dans le rocher. Et encore, toujours pour l'époque romaine, là c'est une réalisation du pouvoir public. Par contre, on a aussi des réalisations d'un particulier particulièrement spectaculaire, qui est le pont aqueduc de Pondelle. Alors, vous voyez, ça vous paraît un pont quelconque, vous dites, bon, c'est un pont, c'est bien. Par contre, en réalité, le passage pour les hommes, alors aujourd'hui, on a fait l'accès est d'un côté et l'autre, il est complètement à l'intérieur du pont. Cela, pourquoi? Parce que pendant l'hiver, il fait froid, il y avait la neige, il y avait la glace, etc. C'était dangereux. Et au-dessus, c'était l'eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'il y a tout un canal qu'on ne voit pas ici, creusé dans le rocher, qui est à peu près... Si moi j'étais à l'intérieur, je crois que le canal, le canal arrive presque à ma taille. Donc c'est vraiment une réalisation d'ingénierie très intéressante et très importante. Donc il y a tout cela. On a aussi, comme je l'ai dit, le Moyen-Âge. Et là, c'est la ville d'Ost, clocher roman de Saint-Tour du XIIe siècle. Et bien naturellement, je l'ai déjà dit, les châteaux. Donc, le premier, le château de Fénis, qui est peut-être le plus pittoresque avec ses tours et ses murailles. Le château d'Intro, où on a fait la rencontre des émigrés l'année dernière. Et le château d'Ussel, sur lequel je dirai quelque chose après, parce que il intéresse un personnage à moitié valdotin et à moitié français. Alors, en parlant des châteaux, je fais moi une petite pause et je vous laisse voir.
Il suffit de franchir le seuil de la vallée d'Aoste pour découvrir qu'il s'agit d'un territoire riche de châteaux. En effet, près de 200 tours, maisons fortifiées et châteaux d'époque médiévale parsèment son paysage. Un territoire montagneux que cette petite vallée enchâssée dans les glaciers. Mais c'est aussi grâce à sa position qui relie deux mondes, la Méditerranée et les pays de l'Europe du Nord, qu'elle va devenir pendant des siècles le cœur stratégique et géographique des puissants États de Savoie. Découvrons ensemble ces icônes de l'histoire. La porte sud de la vallée d'Aoste bénéficie d'une protection naturelle d'exception. Un éperon rocheux encastré dans une gorge étroite barre littéralement le passage. Un château fut jadis construit au sommet de l'éperon, puis transformé en la forteresse de Bar que l'on peut admirer aujourd'hui. Des constructions estropiées, érodées, sans merlons, squelettiques. Les siècles ajoutèrent au château en ruine une beauté qu'ils n'atteignirent jamais à l'époque de leur splendeur. Le château de Verrès, un puissant cube dont la base mesure 30 mètres, est généralement considéré, de par son architecture, comme le plus noble exemple de monument féodal en vallée d'Aoste. Par sa position stratégique, il domine aussi bien l'accès au Val d'Ayas que le passage dans la vallée principale. Moins voyant dans ses formes extérieures, le château d'Issogne nous révèle, une fois entré dans sa cour, la somptuosité et le caractère d'une riche demeure, similaire désormais à celle de la Renaissance. Rénové entre le XVe et le XVIe siècle par Georges de Chaland, prieur de l'église Saint-Ours d'Aoste, le château incarne les ambitions princières et la riche culture internationale du mécène le plus généreux dont l'histoire artistique valdôtaine se souvienne. Le monobloc qui forme le château du Sel, très inusuel pour le XIVe siècle, révèle l'esprit novateur de son constructeur, Ébal de Chaland. Fénis est l'un des châteaux médiévaux les plus connus de l'arc alpin, et de tous ceux de la vallée, sans doute celui qui peut à juste titre prétendre au titre de château. Sa silhouette est hérissée de tours et protégée par des remparts. Boniface Ier, maréchal de Savoie, homme d'armes et diplomate des plus réputés du duché de Savoie, contribua à la rénovation du château, déjà amorcé par son père Aymon, et le fit décorer de fresques magnifiques. À la même branche de la famille des Chaland appartenait aussi le château d'Aymaville, caractérisé par ses 4 tours d'angle. Le réseau de places fortifiées qui marquait la domination des Chaland ne comptait pas uniquement des résidences officielles, mais aussi plusieurs châteaux ruraux. Parmi eux, il y avait celui de Saint-Marcel, qui servait à gérer les ressources agricoles du territoire. L'imposante structure en pierre du château de Quart, perché sur le flanc de la montagne, s'intègre bien aux rochers qui l'encerclent. L'aspect irrégulier du château Sarriot de la Tour est le résultat de plusieurs remaniements successifs au cours des siècles. La domination des seigneurs de Sarriot s'étendait jusqu'au domaine contigu d'Introt. Le château d'Introt présente la singularité d'être dessiné suivant une géométrie circulaire, ayant pour centre l'ancien donjon. Le château de Saint-Pierre est lui aussi d'origine médiévale. C'est presque une version locale d'un des châteaux de la vallée du Rhin. Le domaine de Saint-Pierre relevait anciennement du mandement de Châtel-Argent et de ce même château. Après une longue période d'abandon, le château de Sarre fut acheté en 1869 par Victor Emmanuel II de Savoie,
qui en fit l'une de ses résidences de chasse préférées. Et pour finir, une visite à ne pas manquer, celle d'un château plus récent, qui est un véritable petit bijou. En 1899, Humbert Ier posa la première pierre du château des Savoies, à Gressoney, une charmante petite demeure où la reine Marguerite passa ses vacances d'été pendant plus de 20 ans. Voilà donc un petit avant-goût de ce que peuvent offrir les châteaux de la vallée d'Aoste, qui sont aussi variés que les paysages de cette région. Oui, cela a été un peu une grande cavalcade, mais c'était pour vous donner au moins un aperçu général concernant les châteaux. On a vu le clocher de Saint-Tour, qui, j'ai dit, d'époque romane, mais le même Georges de Chaland, qui a renouvelé le château d'Issogne, a fait bâtir le prieuré. Prieuré qui est, ce n'est plus en pierre, ce sont des mattoni, de briques, oui, c'est ça. Et c'est de briques, et c'est vraiment, c'est déjà vraiment la Renaissance. Donc il y a toute une série de décorations avec des fleurs, etc. Donc vous avez, et c'est vraiment en face du clocher du XIIe siècle. Donc d'un côté c'est le Moyen-Âge et de l'autre c'est la Renaissance. Là, c'est l'une des caractéristiques, je vais le souligner encore plusieurs fois dans mon exposé, c'est l'une des caractéristiques de la vallée d'Aoste, c'est-à-dire la région est petite, donc on mélange souvent, on trouve très rapprochés les styles et les modes culturels de l'architecture, de la décoration, l'une proche de l'autre. Et encore, qu'est-ce qu'on a? Une richesse, pas seulement dans les monuments, disons, mais aussi pour ce qui est l'art, les beautés naturelles. Là, c'est l'entrée de la cathédrale d'Aoste. Donc, il y a des fresques, il y a de la terre cuite, des statues en terre cuite décorées. J'en ai un exemple. Alors, non, je n'ai pas envie de. Ça, vous voyez, très bien. Et là, c'est une nativité. Les fresques du château d'Issogne, on les a vues très rapidement, mais on n'a pas vu celui-là. Alors, à l'intérieur du château, il y a la salle de justice, parce que c'était un château féodal, donc le sire avait le droit et le devoir de rendre justice. Et là, c'est une histoire tirée de la mythologie grecque, le jugement de Paris, donc les trois déesses qui demandent quelle des trois est la plus belle à Paris. Paris est endormi, et là ce sont les trois, Vénus, Athènes et Héra, qui demandent, qui réveille le jeune et lui demande son jugement. Donc, c'est toujours de la mythologie rapprochée à la fonction de la salle à l'intérieur du château. Dans la même salle, on trouve, non, je peux faire comme ça, c'est toujours un élément de la décoration. Là, par contre, ce sont les éléments naturels, donc les oiseaux, les rochers, les arbres. Pourquoi? Parce que le Seigneur aimait la chasse, et donc, pourquoi la cacher? Il voulait la voir aussi quand il devait s'arrêter pour rendre justice. Par contre, là, vous reconnaissez peut-être la décoration avec l'alternance entre le blanc et le noir, le rouge. Là, c'est, disons, le rez-de-chaussée où il y a le jardin, et c'est une représentation des activités de l'époque. Donc là, c'est le marché. L'époque, ça signifie fin
15e, commencement du XVIe siècle, ou encore la salle des hommes d'armes. Donc vous avez toutes les armes rangées à la paroi et une longue table où les soldats sont en train de jouer, de dormir, de se livrer, etc. Toujours le cloître de Saint-Tour. Saint-Tour est vraiment l'un des petits joyaux de la ville d'Ost. Il n'y a pas seulement le prieuré et le clocher, mais aussi un cloître à l'intérieur duquel les chapiteaux ont été sculptés avec des histoires tirées de la Bible. Mais quand il y a la représentation des hommes et des femmes, les vêtements datent à peu près du 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est de nouveau un témoignage d'un siècle ou des siècles qu'on n'a pas encore retrouvé. En réalité, en Vallée d'Ost, on trouve, je ne dis pas pour tous les siècles, mais presque quelques témoignages, que ce soit un château, une sculpture, un fresque, etc. Pour ce qui est, par contre, des animaux, là, ce sont des fabliaux qui datent des Phèdre, des Aupes, etc., qui sont repris à l'intérieur des chapiteaux. Donc, il démontre la culture des chanoines qui habitaient le cloître et qui ont fait décorer de cette façon leur cloître. À suivre, pour rester à la peinture, cathédrale d'Ost. Là, ce sont des fresques qui datent du 9e, 10e siècle. Ce sont les plus rares au sud des Alpes. Celui-là, on l'a vu, c'est le château de Félis, Saint-Georges, qui tue le dragon. Donc, de nouveau, 15e siècle. Et finalement, là, c'est l'intérieur du palais Ronca. C'est toujours un palais qui se trouve dans la ville d'Ost, dont disons, l'aspect extérieur ne dit pas trop. Bon, c'est de la Renaissance, mais il n'y a pas de décoration véritablement intéressante. Par contre, à l'intérieur, il y a une loge et tous les couloirs ont été décorés d'une façon très symbolique. Il y a toute une série d'images avec des dictons. Donc il y a tout un symbolisme qu'on est en train d'étudier parce que, disons, le noble qui a fait bâtir ce palais s'intéressait aussi de magie, mais c'était un peu la culture de l'époque. Donc il y a toute une série de symboles qu'on essaye de comprendre parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'il voulait vraiment représenter. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en valeur dans ces dernières années. Ils sont encore en train d'accomplir les travaux. Ils devraient devenir, disons, ouvrir au grand public, on l'espère, dans l'espace de cette année, de l'année prochaine peut-être. Pour ce qui est de les beautés naturelles, je m'interromps encore un instant et je vous propose un autre.
gotta feel all the pain that takes us to the ground. I've suffered so much, I don't deserve to be in the sky alone. Empty like me, and I run but I can't even see. Barely just want to dream. No one is to blame. Is it real? Is it a game? I'm waiting to be found. Nothing is over, but I will always be in the sky alone. Empty like me, and I run but I can't even see. Take me, drive me to that second when you have to leave. And he can't be like the people we see in the streets. And he just wants to dream. Et là, c'est le côté hivernal de la nature, tandis que si on procède, là, c'est l'été, le printemps.
je n'ajoute rien au point de vue des beautés naturelles. Oh, et finalement, on arrive au français. Donc, on a vu la nature, on a vu, disons, les monuments, les beautés artistiques, un peu d'histoire. À Vallée d'Aoste, le français a été langue officielle jusqu'au XXe siècle. Dans les livres, on dit en 1532, il y a un premier acte de notaire en français. J'avoue avoir péché de paresse, je ne suis pas allé contrôler. C'est-à-dire que dans mes recherches, il y a une dizaine d'années, on m'avait chargé de faire l'inventaire des archives de la cathédrale d'Aoste, donc du chapitre de la cathédrale, et je crois avoir eu sous les yeux pas mal de documents datant du fin du XIVe, début du XVe siècle, déjà en français. Donc, le français qui commence à se mélanger au latin, c'est déjà quelque chose qui date avant le XVIe siècle. Ce qui reste quand même certain, et là, la véritable date à retenir pour plusieurs motivations, donc je vais vous dire quelques mots. 1536, déclaration des trois États. Alors, pourquoi elle est importante? D'un côté, parce qu'elle est en français. Donc, c'est une déclaration, les trois États, comme en France, comme en Savoie, donc comme tous les pays d'Ancien Régime, c'était le lieu, l'assemblée des représentants du clergé, de la noblesse et du troisième État. Pourquoi ils se réunissent? C'est un moment de danger extrême pour le duché d'Aoste. À l'époque, la vallée d'Aoste était un duché. Danger extrême, pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre entre la France et l'Espagne, et le roi de France avait occupé la Savoie. Le Piémont était à moitié occupé par la France et à moitié occupé par l'Espagne. Donc il y avait la guerre à l'ouest, au sud, à l'est. Au nord, il y avait les Bernois qui avaient occupé le Valais et ils menaçaient d'arriver jusqu'à Vallée d'Aoste. L'Assemblée se réunit pour prendre une décision. Quelle est la décision le choix le plus convenable? On va avec la France, on va avec le Suisse, ou on reste avec le duc de Savoie, même si en ce moment, le duc de Savoie n'a plus rien sauf la vallée d'Aoste. Ceux qu'on choisit à l'époque, ce fut de rester fidèles au duc de Savoie et à la religion catholique, ce qui nous cause aujourd'hui de ne pas être le parti de la Confédération suisse, malheureusement, mais là, chose qu'on aurait aimé pas mal, mais on ne peut pas connaître le futur au moment où on prend des décisions. Mais, donc, c'est une décision fondamentale pour le développement dans les siècles suivants de l'histoire valdôtaine, parce que la classe dirigeante valdôtaine décide de rester fidèle à la maison de Savoie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à partir du siècle suivant, c'est-à-dire le XVIIe siècle, avec le duc Charles-Emmanuel Ier, oui, la maison de Savoie fait le choix, c'est-à-dire comprend qu'elle ne peut plus, il est inutile de continuer à pousser pour devenir un jour roi de France, pour entrer dans la ligne des rois de France, et il est plus convenable de se dédier à la conquête au moins de l'Italie du Nord. Et de là, après, ce serait l'unité d'Italie, etc. Donc, le fait que la vallée d'Aoste reste un pays fidèle à la maison de Savoie entraîne comme conséquence que, après 3 siècles et demi, en 1861, elles deviennent le seul morceau du royaume d'Italie dans lequel on parle encore le français. Et c'est cela, la motivation, et là réside la motivation par laquelle
jusqu'à un certain point, on arrive à tenir le français, et à un certain moment, l'histoire nous entraînera dans d'autres domaines, si bien qu'aujourd'hui, en Vallée d'Aoste, tout le monde est censé comprendre le français, mais on a très peu d'occasions pour parler français. Ce sont des motivations politiques qui nous ont changé. Je cite toujours, parce que là, c'est vraiment ce que je considère la preuve évidente d'un choix politique. Là, en 1922, Mussolini vient d'arriver au pouvoir et il envoie un commissaire à la commune d'Aoste. Et vous trouvez dans le livre des procès-verbaux du conseil communal d'Aoste 3 lignes. Même en italien, même s'il est évident qu'en Vallée d'Aoste, la langue la plus parlée est le français, pour le supérieur intérêt national, depuis aujourd'hui, on va rédiger les actes en italien. Parce que jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'à un siècle à peu près, aussi les procès-verbaux du conseil communal de la ville d'Aoste et des conseils communaux, toutes les communes de la Vallée d'Aoste étaient écrits en français, parce que c'était la langue officielle de la Vallée d'Aoste. Ce qui est intéressant, pour revenir à 1536, est le fait que cette déclaration, comme je l'ai dit, est faite en français. Et pourquoi elle est faite en français? Parce que tout le monde devait la comprendre. Seulement le clergé et peut-être une partie des notaires connaissaient désormais le latin. Pour rendre compréhensible à toute la population la décision, la déclaration, le choix de rester fidèle au savoir, on l'écrit en français. Nous aimons, pas seulement moi, nous aimons souligner que l'ordonnance de François Ier de Villers-Cotterêts, donc il faut rédiger tous les actes en français et non plus en latin dans le royaume de France, date de 1539, donc 3 ans après. En quelque sorte, le français langue officielle, c'est la Vallée d'Aoste qui l'a inventé. Et là, ce sont les ironies de l'histoire pour refuser d'entrer dans le royaume de France. Et là, c'est encore plus intéressant. Mais l'histoire valdôtaine est pleine d'ironie de ce type-ci. Et pourquoi la Vallée d'Aoste a pu maintenir le français? On l'a vu dans le premier vidéo, celui qui parlait des châteaux. J'ai fixé une image. Alors là, c'est la forteresse des Barres, forteresse qui date de 1830 à peu près, parce que le château précédent avait été détruit complètement par Napoléon, qui avait dû s'arrêter parce qu'il y a eu pas mal de difficultés à passer le château de Bar en 1800. Vous devez, alors aujourd'hui, vous pouvez peut-être saisir ici, il y a la route nationale, l'autoroute passe de l'autre côté dans un tunnel, mais jusqu'à, oui, le 18e siècle, le 19e siècle, le seul chemin passait à l'intérieur du bourg de Bar. Donc, parce que là, c'était les rochers et après la Doire, notre fleuve. Donc, il était très facile de barrer le chemin. Et pour ceux qui, descendant de la vallée d'Aoste, voulaient se rendre au Piémont, le Piémont est au-delà du détour de la montagne, mais surtout pour ceux que, venant du Piémont, voulaient entrer en vallée d'Aoste. Et c'est bien ce qui se passe en 575, donc au 6e siècle, quand on a les Lombards, ou Longobards, qui occupent toute l'Italie du Nord, sauf la vallée d'Aoste et la vallée de Suse. La vallée de Suse, vous pouvez, là c'est la Doire de Suse, la Dora Riparia qui descend sur Turin. Et en effet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous représente toute cette couleur? Alors, en jaune, ce sont les vallées de la province de Cuneo, de Coni. Coni est le point là que vous le voyez, où on parle encore l'occitan, comme dans la Provence française. Il y a des endroits où on parle à moitié occitan et à moitié français, donc
dans les vallées qu'on dit vaudoises, parce qu'ils sont habités par une minorité religieuse protestante, les Vaudois, qui parlaient occitan de leur origine, mais qui, eux aussi, à la moitié du XVIe siècle, adhèrent au protestantisme de Genève, et donc ils reçoivent des pasteurs prêcher le protestantisme, et vu que les pasteurs parlaient le français de Genève, ils ont, comme à Vallée d'Aoste, une diglossie, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, on parle un patois, dans ce cas l'occitan, et dans la vie officielle, religieuse et civile, on parle le français. Ce qui se passe jusqu'au point où vous voyez les jaunes, c'est l'occitan, la langue du peuple. À partir de la vallée de Suse, c'est le ce qu'on appelle le franco-provençal, l'arpitan, le patois, pour nous c'est le patois, qui est la langue, disons, quotidienne, à laquelle on ajoute le français comme langue officielle. Et donc, à cause des contraintes géographiques, c'est-à-dire la facilité d'arrêter une invasion quelconque au verrou de Bar, la vallée d'Aoste reste dans l'ère francophone, comme la Savoie. Et c'est pour cela qu'on parle le français. Tout dernier élément intéressant, je dis qu'en vallée d'Aoste, il y a de l'histoire à plusieurs ironies, mais aussi le lieu est petit, mais il nous manque presque rien. Vous voyez aussi quelques aires en bleu, qui en partie ont affaire avec le Piémont, mais en partie, deux éléments ici et plus en bas, là c'est la vallée des Gressoney, où il y a une minorité qui a par contre l'allemand, ou bien disons, la version de l'allemand parlé dans le Haut-Valais suisse. Ce sont les Walser, qui est une population qui, provenant du Valais suisse, s'est éparpillée dans toutes les Alpes, parce qu'on en trouve ici, dans la vallée du Gressoney, Macugnaga, Formazza, mais ils arrivent jusqu'au Tyrol du Sud, où ils parlent l'allemand, mais ce n'est pas le même, disons, le même dialecte. Donc, on peut dire qu'à Vallée d'Aoste, il y a une minorité francophone qui a à son intérieur une minorité alémanique, qui est d'ailleurs reconnue, elle aussi, par le statut d'autonomie en tant que minorité. Donc, c'est une région dans laquelle on parle, au-delà du patois, le français, le valser, l'italien, etc. Tout cela n'est pas resté seulement dans la vie quotidienne, parce qu'on a eu notre littérature. On peut, bon, il y a des ouvrages précédents, mais le principal, celui qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment, disons, le père de la littérature et de l'historiographie valdôtaine, Jean-Baptiste Détillier, 1678-1744, il était, on peut dire, le premier ministre de la Vallée d'Aoste, c'est-à-dire le secrétaire de l'Assemblée des Trois États, le chef de l'exécutif valdôtain du duché d'Aoste, et il écrit deux ouvrages fondamentaux, un nobiliaire dans lequel il dresse l'histoire, il fait l'histoire de toutes les familles nobles, et en Vallée d'Aoste, presque tout le monde est noble, parce que la règle générale est noble celui qui duquel on peut dire qu'il est noble, c'est-à-dire que par ses costumes, par sa conduite, etc., nous fait voir qu'il n'est pas un paysan. Donc on ne demandait pas toute la généalogie, etc. Si quelqu'un pouvait paraître noble, cela signifiait qu'il l'était. En réalité, si on raconte comme ça, de nouveau me dites que tu es en train de blaguer, c'est de l'ironie. Non, en réalité, c'est la mémoire de l'idée de noblesse ou bien de liberté qu'ils avaient les guerriers, disons, entre guillemets, barbares,
celtes ou germains, qui sont arrivés avec le Moyen Âge. Pour les populations barbares, était libre tout homme qui avait droit à porter son arme. Donc, si j'étais capable, apte à me défendre, personne ne pouvait m'assujettir. Donc, je devais être considéré libre. Et vous devez penser qu'en Vallée d'Aoste, vu les montagnes, on n'a jamais eu de fief étendu comme vous pouvez les avoir dans les plaines, dans la campagne française. Et alors, chaque homme avait en même temps la charge de se défendre et de trouver sa nourriture, sans assujettir d'autres personnes, mais tout au contraire, cherchant à collaborer. Ce que la montagne produit est le fait que les hommes peuvent même pas s'aimer, même s'haïr, mais ils doivent collaborer ensemble. Sinon, l'environnement ne permet pas à un seul ou à une seule famille de survivre seule. Le défi porté par l'environnement est, par la nature, est trop lourd pour une seule famille et pour une seule personne encore pire. Donc tout le monde doit en même temps être indépendant mais collaborer avec les autres. Donc tout le monde portait ses armes, au moins pour la chasse, vous avez vu le train, les chameaux, etc. Mais en même temps, et donc, vu que tout le monde portait ses armes, tout le monde était libre, et si on était libre, on était aussi noble. Et alors, c'est pour cela que quand Détillier écrit son nobiliaire, il ne parle pas des 4 grandes familles, la maison de Chaland, la maison des Sarriot, celle dont vous avez entendu évoquer le nom pour les châteaux. Mais il dresse des généalogies des familles qu'on définit nobles parce que n'avaient pas n'étaient pas assujetties à d'autres pouvoirs. Elle était libre. Donc noble égale libre. Mais encore plus, Détillier écrit l'historique de la vallée d'Aoste qui commence selon, c'était la mode de l'époque, au XVIIIe siècle, il remonte au temps de la création presque, Héraclès qui passe par la vallée d'Aoste, etc., les Romains, les Salas, etc., mais qui, à partir du Moyen-Âge, il est très précis, donc il nous donne une reconstruction de l'histoire valdôtaine qui remonte au moins à l'an 1000 après Jésus-Christ. Et à côté de la littérature en français, on a aussi la littérature dans notre langue, le franco-provençal, le dialecte. Quelqu'un m'a demandé si je parlais un peu, oui, je peux m'expliquer, j'essaye. Un bonzo, le matin, m'est venu la verneuca, d'aller me promener. Je fremo la buteuca, je prends mon bâton, je parto au solette, per faire un picciutor, outre, per Césalette. L'auteur est Jean-Baptiste Serlogne. Vous le voyez dans sa costume de prêtre, mais c'est une conversion tardive, c'est-à-dire qu'il ne s'était jamais marié, il avait plus de 40 ans, il était cuisinier au séminaire, et à un certain moment, l'un des professeurs du séminaire, il remarque la culture plutôt étendue d'un simple cuisinier, et on lui dit, bon, mais alors, pourquoi tu ne deviens pas prêtre? Et en effet, il ne fut jamais nommé curé, il desserva plusieurs petites paroisses. Ce qu'il fit dans sa vie fut surtout écrire un vocabulaire, une grammaire du patois valdôtain et écrire des poèmes. La marraine de Césalette, c'est le déjeuner de l'après-midi à Chesalets. Chesalets, c'est un endroit, une petite paroisse tout près de la ville d'Aoste. Et il dit, une jolie matinée, m'est venu à l'esprit de faire une promenade. Je ferme la boutique, mais on doit entendre, je ferme ma maison, je prends mon bâton et je m'en vais. Tout seul peut faire un petit tour jusqu'à Chesalets. Toute l'histoire, c'est qu'il rencontre un ami qui est en train de descendre en ville pour faire ses courses. Il dit, mais non, vu que je t'ai rencontré, viens prendre quelque chose chez moi.
Et tout le poème, c'est la description de ce repas qui devient de plus en plus important. On devait dire, bon, oui, je puis vous offrir de pain de fromage. Donc, je peux vous offrir du pain de fromage, et en réalité, il y aura des saucisses, du vin, et de noix, du raisin, et tout cela. Mais quand même, là, c'est l'autre, disons, l'autre volet de notre littérature. Et pour conclure, plus près de nous, quelqu'un que certainement quelqu'un parmi vous a connu, a eu la fortune de connaître, Pierre Lixer, qui était né, qui avait grandi en France, Grand Prix de l'Académie française du rayonnement de la langue et de la littérature française en 1996. Donc, on cherche à maintenir les liens avec la France. C'est presque terminé. Alors là, c'est la culture. Puis-je vous faire voir encore, vous patientez encore un peu, j'ai encore un tout petit vidéo. Merci. Oh, alors, qu'est-ce que c'est que la foire de Saint-Ours? Alors, la date est fixe, c'est-à-dire c'est toujours le 30 et le 31 de janvier, que ce soit un dimanche, un lundi, un mardi, un jeudi, cela n'importe pas. C'est le jour de Saint-Ours. De quoi s'agit-il? C'est une foire traditionnelle dont les témoignages datent, je ne dis pas à l'an 1000, mais on dit que à peu près depuis l'an 1000, on célèbre cette foire. Je dis c'était la foire pendant laquelle les paysans c'était à la fin de l'hiver, parce qu'au mois de janvier c'était la fin de l'hiver à l'époque, et là ce sont les changements climatiques qui jouent pas mal dans l'histoire. Et donc les paysans sortaient de leur maison, de leur étable, avec les instruments en bois qu'ils avaient construits pendant l'hiver. Et ils échangeaient des escaliers, de râteliers, de tout ce qui pouvait être utile pour la vie dans la campagne. Dans le temps, la foire a pris de place et d'espace. On a développé un artisanat et même des artistes, pas seulement des artisans, dont vous voyez ici quelques produits. Et le 30 et le 31 de janvier de chaque année, le centre historique de la ville d'Ost, il est fermé aux voitures.
vous avez vu, on met des banques, chaque artisan a son banque, donc il étale ses produits. Et pendant 2 jours, c'est l'exposition et la vente des produits, pas seulement en bois, en cuir, en pierre, il y a toute une série de, disons, des matériaux qu'on peut employer, parce que là, c'est normé, c'est-à-dire on a ce que la région, l'administration régionale a voulu faire est de ne pas faire devenir la foire une foire commerciale. Donc, à l'intérieur de la ville, disons, il n'y a pas de produits qui ne soient pas produits à la main. Ce sont tous des produits d'artisanat. En même temps, bon, ici j'ai quelques exemples. Disons, là, c'est la coupe de l'amitié pour le café à la Valdôtaine. Les sabots, on les a vus. Les coques, c'est, disons, l'objet le plus répandu, le plus simple. Mais il y a aussi, vraiment, comme je l'ai dit, de la véritable art, donc de bas-relief, toujours creusé dans le bois, ou des statues, tout rondes, etc. Mais surtout, c'est vraiment la fête. C'est-à-dire, c'est le moment où les Valdôtains, et quand je dis les Valdôtains, je ne parle pas seulement de ceux qui peuvent faire remonter leur généalogie jusqu'au Moyen-Âge, quoique pas mal d'entre nous pourraient le faire, mais c'est vraiment désormais la fête de tous ceux qui habitent la vallée d'Aoste et même ceux qui viennent nous rejoindre de la Suisse, du Valais et de la Haute-Savoie pendant ce jour, parce que pendant, disons, jusqu'à 6 heures du soir, dans les 2 journées, la ville d'Aoste se présente comme ça. Là, c'est la porte prétorienne. Je vous l'ai indiqué avant, quand on a vu l'image de l'arc, je dis tout droit, c'est la porte prétorienne. Donc, vous devez penser que l'arc d'Auguste, un peu plus, quelques centaines de mètres, 200 mètres plus à l'ouest, là c'est la porte prétorienne, donc l'entrée principale de la ville romaine. Donc il y a tous les bancs des expositeurs et les gens passent, se rencontrent. C'est vraiment un peu sortir et se rencontrer, de gens que parfois on ne voit pas pendant toute l'année, mais on est presque sûr de pouvoir la rencontrer à la Sainte-Tour. Ce n'est pas seulement ça, parce que le soir, et je n'ai pas une image, mais vous l'avez vu à un certain moment dans la vidéo, quand on est passé des costumes, à un certain moment, il y avait toute une foule à l'intérieur d'une salle voûtée. Et là, ce sont les caves de la ville d'Aoste. Donc, les anciennes caves de la ville d'Aoste, certaines datent de l'époque romaine. Donc, même dans quelques restaurants, vous pouvez descendre 2 ou 3 étages et il y a des salles aménagées dans les anciens égouts de la ville romaine. Certains sont devenus des restaurants, d'autres ce sont des cantines de famille qui ouvrent pour la Sainte-Tour. C'est-à-dire c'est le moment de faire la fête. Alors le soir, la nuit, entre le 30 et le 31, c'est vraiment la grande fête. Je dis c'est vraiment notre fête nationale qui n'a rien à voir avec disons, la fête nationale officielle c'est le 26 national pour la Vallée d'Aoste c'est le 26 de février parce que c'est la date dans laquelle en 1948 nous avons obtenu le statut d'autonomie à l'intérieur de la République italienne. Mais la date dans laquelle tout le monde se reconnaît, c'est vraiment la Sainte-Tour. C'est vraiment le moment de la fête. Et c'est que, en tant que Valdôtains, nous aimons faire beaucoup, c'est la fête. Oh, bon, vous avez vu aussi, mais là, je ne veux pas vous retenir les produits du terroir. Donc, on a de la charcuterie, on a des soupes aux choux. La Valpellinense, c'est une soupe aux choux avec du pain. Bon, la polenta avec la fontine. La fontine, on l'a vu. Là, bon, ce que j'aime le plus,
châtaigne, lard et miel. Je vous assure que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ce que je voulais vous raconter comme tout dernier élément, c'est qu'on a les vignobles les plus hauts d'Europe, c'est-à-dire que jusqu'à 1200 mètres sur le niveau de la mer, on arrive à produire du raisin et donc à faire du vin. Pour le Mont Blanc, vous ne le voyez pas, mais c'est juste au-delà de ce détour de la montagne. Là, c'est Morges, oui. Donc, entre La Salle et Morges, on a encore des vignobles et on produit du vin blanc. Le vin blanc de Morges et La Salle, qui est le plus haut produit en Europe. Et ce qui nous donne, là, par contre, c'est intro. Le château Ronde qui avait été évoqué est celui-là. Vous reconnaissez la tour. Mais j'ai mis la photo pour vous donner l'idée de ce que le vignoble a signifié pour la vallée d'Aoste. C'est-à-dire, ce ne sont pas des collines douces telles que, je ne sais pas, la Champagne plutôt que le Montferrato ou les Langhes au Piémont. C'est vraiment de la montagne avec des pentes, mais sur lesquelles on a planté du vignoble et qui produit du vin qui n'est pas mal. Tout dernier aspect lié à la France, au moins à partir de l'unité d'Italie, mais surtout entre les années 10 et les années 40, et même après, on a eu des milliers, on pense au moins 20 000 valdôtaines, et vous devez prendre en considération le fait qu'en 1911, la population de la vallée d'Aoste était à peu près 80 000 personnes. Donc, peut-être, je suis en train d'étudier avec M. Perrier, qui m'accompagne, l'histoire de l'immigration valdôtaine, et l'une des grandes questions est vraiment combien de Valdôtains sont réellement partis, combien se sont arrêtés, combien sont revenus à la vallée d'Aoste. Je n'ai pas de réponse, c'est encore un point d'interrogation. Il suffit de vous dire que parmi ces milliers de Valdôtains qui sont partis, et surtout qui sont partis vers la France entre 1910, même avant, et 1950-60, il y en a eu pas mal qui se sont établis à Paris et à Levallois parce qu'ils étaient chauffeurs de taxi. Et donc, vu que les Valois étaient riches en garage, etc., bon, il y a toute une colonie valdôtaine sur Paris et sur les Valois. Donc, l'idée pourquoi on célèbre l'association de Levalloisiens d'origine valdôtaine, parce que l'émigration valdôtaine s'est implantée surtout ici. Et de l'autre côté de Paris, en Val-de-Marne, etc., là c'était plutôt la campagne, donc des ouvriers agricoles, des fruitiers, etc. Ce n'est pas seulement l'émigration, disons, des gens qui ont gagné leur pain avec difficulté, etc., mais on a quelques-uns qu'on peut encore citer. Alors, Laurent Cerise, peut-être le plus inconnu. On est au milieu du 19e siècle, 1850-1860. C'est le neveu d'un général de Napoléon, Guillaume Cerise, qui était valdôtain et qui fut nommé baron de l'Empire, donc quelqu'un qui avait fait toute sa carrière, il n'était pas maréchal, mais quand même il avait parcouru pas mal d'échelons dans la carrière sous l'Empire, et son neveu était par contre médecin, et il a fondé les annales de psychologie. Ouais. Les annales médico-psychologiques. Merci bien. Qui reste une des principales revues de psychiatrie en français. Merci. À l'audience internationale. C'est ça. Vous l'avez dit mieux que moi. Merci. Maurice Garin, premier vainqueur du Tour de France. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est un Valdôtain né à Darbier, où il y a encore un amour qu'on appelle chez les Garins, donc on sait très bien d'où il venait, le premier vainqueur du Tour de France. Oh, vous avez vu avant, dans les châteaux, le château du Sel, qui dit avec son imposant de monobloc, etc.
Le château du Sel a été donné à la vallée d'Aoste par le baron Bic, celui des crayons Bic, qui était d'origine. Les Bic arrivent de Valtournanche, donc au pied du Mont-Cervin. Denise Gray, que pour, je dois le dire, nous les Italiens, c'est toujours la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum, je crois. C'est la seule chose qu'on peut dire en Italie, parce que sinon, quand même, grande actrice, etc. Et pour revenir à les Valois, par Féjance, donc vous savez certainement plus que moi. Donc, tous ces gens étaient d'origine ou nés ou disons fils de la première génération. Laurent Serry, je crois, il était né en Vallée d'Aoste. Garin, oui, et Denise Gray aussi à Châtillon, en Vallée d'Aoste. Après, comme beaucoup de Valdotins à l'époque, sa famille s'est déplacée, avait immigré en France, donc elle a fait toute sa carrière ici. Donc, les liens, les Valdotins, ils sont peu nombreux, mais ils arrivent un peu partout. Et de l'autre côté, tout naturellement, les Français arrivent chez nous. Donc Charles VIII, qui est passé dormir au château d'Issogne, quand il est descendu en 1498 en Italie. Bon, Napoléon, en 1800, au mois de mai, il a franchi le Grand Saint-Bernard, il s'est arrêté à Ust, il a eu quelques difficultés au fort de Bar, donc après il a dit bon, alors il faut le raser. Boum. Et bon, oui. Et bon, là c'est Stendhal, lui aussi, il a fait le chemin de la vallée d'Aoste avec les armées de l'Empire. Et bon, et pour terminer, pourquoi venir nous rendre visite? Je l'espère. J'ai évoqué la densité de l'histoire. Il y a juste une année, on avait organisé, M. Schroeder avait évoqué l'Académie Saint-Anselme. L'Académie Saint-Anselme est une société savante née, fondée en 1856, donc on a plus de 150 ans. On organise des conférences. Au mois de novembre de l'année dernière, on a invité un archiviste des archives du Vatican. Il a fait sa conférence. Le jour après, comme un bon hôte, on l'a un peu accompagné dans la ville. Et lui, il a remarqué, il dit, regardez que vous avez plus d'art, plus de monuments que Rome. Parce que Rome, c'est Rome ou romaine ou baroque. Tandis que en Vallée d'Aoste, vous trouvez à droite du romain, à gauche du roman, vous tournez encore un peu de la Renaissance, des fresques du Moyen-Âge, etc. On a très peu de choses, mais bien variées. Donc, si vous voulez avoir un petit échantillon de l'art en Italie, venez en Vallée d'Aoste, vous ne trouvez pas tout, mais quelque chose de tout. Oui. Bon, le milieu naturel exceptionnel, cela, je le dis, je n'ai rien à dire. Bon, pour ce qui est de manger, à boire, c'est bien. Je vous passe du dernier vidéo, mais je peux même... c'est de nouveau la neige. Et par contre, pourquoi nous, et moi personnellement, j'aime venir ici? Bon, en partie, je l'ai dit, il y a un peu un intérêt scientifique, rappeler et mettre en valeur une partie importante de l'histoire valdotaine du 19e et du 20e siècle. Finalement, la région autonome est en train d'organiser une recherche d'envergure sur l'immigration. On est au commencement de toute la démarche, mais on espère pouvoir vraiment réaliser quelque chose d'important. Cela est très important pour nous en ce moment parce que je crois qu'on a besoin de nous redire quelle est notre histoire, d'où nous arrivons, pour envisager peut-être où aller dans ce nouveau siècle qui désormais a déjà une vingtaine d'années. Et donc, on vient sur Paris, je ne dis pas souvent, mais on espère venir sur Paris aussi pour rencontrer des témoins, des gens qui ont immigré, des gens qui sont les fils ou les petits-fils des immigrés, qui puissent nous témoigner ou nous mettre à disposition leurs documents pour cette recherche. Donc, on est ici aussi pour cette motivation. Mais avant tout, il y a
la sympathie et la joie de se rencontrer avec les Valdôtains de Paris qui viennent, je le dis plus souvent que nous, en Vallée d'Aoste, ou bien plus souvent par rapport aux occasions pendant lesquelles c'est nous qui nous déplaçons vers la France. Et là, c'est de nouveau une faute à nous, les Valdôtains de la Vallée d'Aoste. Et enfin, la France, c'est toujours la francophonie. Donc, pour la Vallée d'Aoste, qui ne compte pas un ministère des Affaires extérieures ou quelque chose pareil, c'est toujours une bonne occasion pour s'ouvrir au monde. Cela dit, je reste à votre disposition. Si quelqu'un parmi vous a des questions, qui n'hésite pas à les poser. Si quelqu'un a par contre le désir ou la possibilité de nous rendre un témoignage, je demande à M. Perrier, que vous trouvez à la table au fond, de prendre note des adresses. Et moi, je ne peux que vous dire un grand merci pour m'avoir écouté pendant plus d'une heure et demie. Je m'excuse, cela a été plus long de ce que j'espérais. Et quand même, j'ai une certaine expérience. Vous avez suivi avec attention, la chose pour moi est très importante. Et donc, merci encore. Et bonne appréciation. Oh, il y a des... Oui, je voulais simplement dire, ne partez pas si vite, parce que on vous a parlé de gastronomie. On a quelques petits échantillons à vous proposer. Merci. Alors, les questions. La chose que j'aime le plus. Oui, allez. Avant madame et après monsieur. La Savoie a été rattachée à la France en 1860. 75. 60, oui. Est-ce que la vallée d'Aoste aurait pu être rattachée en même temps que la Savoie? Ah oui, puisqu'elle était intimement liée à la Savoie. Oui. Là, ce sont à l'époque, ce furent surtout des raisons militaires. C'est-à-dire, au point de vue de la défense de l'Italie, au point de vue de l'état-major italien, à l'époque c'était encore le royaume de Sardaigne quand même, et c'est la même réponse qu'on peut donner pour 1860 et pour 1945. C'est-à-dire, une vallée d'Aoste appartenant à la France signifie, au point de vue militaire, pouvoir concevoir une défense de l'Italie à partir de Bologne, c'est-à-dire quitter complètement toute l'Italie du Nord, qui est quand même, disons, l'ère la plus riche, la plus développée d'Italie. Pourquoi cela? Parce que vous avez vu, je m'excuse, mais comme ça, peut-être je suis un peu plus... Il est plus facile de me suivre. Alors, quel est le problème? Alors, si la France occupe la vallée d'Aoste, alors la ville d'Aoste est à 100 km de Turin et 180 km de Milan. Alors, au point de vue militaire, qu'est-ce que signifie cela? Ça signifie que si les Français, organisent leur armée et ils débouchent sur la plaine, ils peuvent choisir d'aller vers Turin ou vers Milan. Et l'armée italienne, à l'époque comme après, n'aurait pas eu suffisamment de force pour protéger et Turin et Milan. Donc, laisser la vallée d'Aoste à la France signifie contraindre la défense italienne à s'organiser ici, où il y a de nouveau les montagnes, mais ce ne sont plus les Alpes, ce sont les Apennines. Donc quitter, parce que là c'est toute la plaine, donc en passant par la vallée d'Aoste, le problème de la vallée d'Aoste c'est qu'elle ne débouche pas sur une seule directrice, mais sur deux directrices. Et alors c'était vraiment impossible du point de vue militaire de quitter la vallée d'Aoste à la France. Et oui, c'était la porte ouverte. Et donc, impossible. Oui? Mais pourquoi est-ce que la vallée d'Aoste est une région autonome? Par rapport aux autres, pourquoi les autres sont pas autonomes? Alors, en Italie, bon, là, la carte vient à notre aide. En Italie, on a 5 régions qui sont autonomes. La vallée d'Aoste, qui est la plus petite. Ce qu'on appelle le Trentino Alto Adige.
qui est celle-là. Et pourquoi celle-là? Parce que la moitié, disons, il y a deux provinces, Bolzano et Trento. La province de Bolzano, alors avant tout, toute cette région, jusqu'à 1918, donc à la fin de la Grande Guerre, n'appartenait pas à l'Italie, mais appartenait à l'Empire d'Autriche. Et la partie septentrionale, la province de Bolzano, était habitée d'une population qui encore aujourd'hui parle l'allemand, l'autrichien, etc. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce fut, disons, une reconnaissance des minorités linguistiques. Alors, minorité linguistique francophone en Vallée d'Aoste, minorité linguistique germanophone dans la province de Bolzano, et vu qu'à l'époque, le président du Conseil des ministres à Rome était était un député de Trento, il a rattaché la province de Trento pour donner plus de satisfaction à ses électeurs. Et la troisième région qui eut un statut d'autonomie en raison des particularités linguistiques, c'est le Frioul, donc celle-là, mais qui eut, c'est-à-dire, qui dans la Constitution de 1948, il est prévu en tant que région autonome, mais l'autonomie, disons, fut donnée, le statut d'autonomie date de 1964, donc 20 ans après, par rapport à la Vallée d'Aoste, au Trentin, Sicile et Sardaigne. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, là c'est le confin, la frontière avec la Yougoslavie, donc à l'époque c'était de nouveau la politique internationale, c'est-à-dire de là c'était le bloc oriental, et donc c'est une région qui à l'époque comptait plus de soldats que de populations. Il y avait et l'armée italienne et l'armée américaine, avec toute une série, encore aujourd'hui il y a 2 aéroports, etc. Donc c'était vraiment une zone militarisée. Donc ils n'ont pas donné, disons, efficacité au statut d'autonomie, sinon après 20 ans. Les 2 autres régions en statut spécial sont la Sardaigne et la Sicile. La Sardaigne, parce qu'elle avait toute une série de caractéristiques à elle très particulières, et la Sicile parce qu'à l'époque, était un point stratégique. Là, il y a toute une série d'histoires plutôt compliquées dans lesquelles on croise et la volonté des Siciliens d'être autonomes, et c'est quelque chose qui date vraiment du Moyen-Âge. C'est-à-dire que d'un côté, à un certain moment de l'histoire, la Sicile qui était, et cela, on est au XIIIe siècle, elle était sous les Anjou. La population se révolte et appelle à son aide le roi de Naples, qui par contre était un Espagnol. Alors il y a, vous pouvez, et là encore aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois qu'en France on ne trouve pas rien de semblable, mais il est plus facile, je ne sais pas, pour un Piémontais de parler à un Sicilien que d'un Napolitain avec un Sicilien. Il y a vraiment de la méfiance. Et alors, et cette histoire a joué un rôle même en 1861, au moment de l'unité d'Italie. Qu'est-ce qu'il a fait Garibaldi? Il est parti de Gênes, il est débarqué en Sicile. En Sicile, bon, tout le monde lui a ouvert les portes. Pourquoi? Parce que c'était la bonne occasion pour donner un coup de pied au roi à Naples, et 2, parce qu'ils espéraient avoir une autonomie. Malheureusement, ils ne l'ont pas eu. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la chose remonte. Alors, il y a un parti séparatiste qui demande l'indépendance, même d'un côté l'indépendance, de l'autre de devenir le 50e État des États-Unis d'Amérique. Et là, il y a toute l'autre histoire qui est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire la Sicile, en 1945, comme aujourd'hui, est fondamentale pour la défense, ou bien pour les opérations militaires dans la Méditerranée. Donc, les Américains ne vont pas lâcher la Sicile. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser la population? Bon, donc, d'une partie, c'est, on prend des accords avec la mafia, et c'est une autre histoire encore, qui date même avant le débarquement des Américains en 1943. De l'autre côté, c'est, on donne une autonomie. Et en effet, le statut d'autonomie de la Sicile est le premier à avoir été donné des 5. Et, disons, les pouvoirs de la région autonome sont
peut-être même accru par rapport à celui de la vallée d'Aoste, au moins au point de vue institutionnel. C'est-à-dire qu'il existe un parlement en Sicile qui fait 250, un nombre énorme de députés, et c'est une chose très compliquée. Donc là, il y a, pour chaque région, il y a des motivations historiques qui sont différentes l'une de l'autre. Tandis que toutes les autres régions ont eu droit à un statut, disons, ordinaire. Aujourd'hui, non, ce n'est pas seulement aujourd'hui, à partir de l'année 2000, on a eu toute une série de réformes, certaines arrivaient à être mises en effet, d'autres inachevées, pour transformer, pour décentraliser, pour donner plus de, disons, pour faire une Italie plus fédérale. Mais en réalité, on ne l'est pas encore. Je vous en prie. Oui. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y Oui. avait une autre option que vous avez évoquée, enfin sous-entendue même avant, Ouais. qui était une option ancienne, c'était en dehors du rattachement à la France, Ouais. c'était de devenir un canton, d'être attaché à un canton suisse, qui La- était peut-être l'option d'ailleurs des autonomistes, enfin des Michel, peut-être. Bon, certainement, alors. Est-ce que c'est des raisons militaires aussi qui jouent? Non, là c'est la Suisse. Alors, en réalité, et là, alors, si on est en train de nous intéresser à l'immigration en tant que Fondation Chanou, depuis au moins 2-3 ans, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on est en train on essaye de reconstruire les sources de la pensée chanousienne. Donc, d'où Chanou tirait ses idées fédéralistes. Parce que là aussi, là aussi, il y a toute une querelle, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus... C'est un développement de sa pensée qui arrive juste avant la guerre ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les années 40, 41, 43, ou date de sa jeunesse. Réponse, date de sa jeunesse. Ils n'ont rien à voir avec les fédéralistes italiens, c'est-à-dire ce sont des conceptions qu'il avait déjà développées. Après, il se croise avec la pensée fédéraliste italienne. Et certainement, le grand modèle pour lui, comme pour son maître, que ce fut l'abbé Trèves, le grand modèle est la Suisse. Certainement. Alors, il y a eu des démarches avec la Suisse. On n'a pas de preuves, malheureusement. Et surtout, la Suisse ne nous a jamais raconté rien. Sûrement, à l'époque, c'était quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, Chanou meurt en 1944, donc on est encore en pleine guerre mondiale. La Suisse n'aurait jamais eu un intérêt quelconque à se prononcer à faveur d'un rattachement, disons, de la vallée d'Aoste. Pourquoi? Parce que cela aurait signifié entrer dans le jeu, donc renoncer à une neutralité très étroite qu'à l'époque c'était impossible à modifier en quelque sorte, parce que sinon les Allemands, l'armée allemande serait entrée. À ce moment-là, c'est compréhensible, mais juste après. Juste après, mais ils ont dit non à l'époque et ils n'ont plus repris. Après, c'est une autre histoire sur laquelle on ne connaît pas encore tout. Je peux vous dire, on ne connaît pas encore tout, non pas seulement parce que nous n'avons les capacités, mais parce qu'il n'y a pas on sait, on connaît qu'il y a encore pas mal de documents qui sont sous secret. Je vous donne, peut-être quelqu'un l'a déjà entendu, il y a déjà 5 ou 6 ans, nous allons aux archives départementales de Chambéry. Alors, il y a un fonds du premier préfet de la Savoie libéré en 1944. Il est tout consultable, sauf le morceau sur la vallée d'Aoste. Et jusqu'à 2027, 2030, 2032, je ne me rappelle pas. Je crois que peut-être mon fils aura le plaisir de lire quelque chose. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, il y a quelques éléments un peu délicats. Je ne sais pas à quel sujet, parce que désormais, tous les protagonistes sont pour des motivations oui,
de leur âge sont disparus. Il n'y a pas rien. Mais quand même, évidemment, il y a encore quelque chose qui est posé sous secret. Et donc, ainsi, dans les répertoires des archives anglais, on a repéré des noms des Valdôtains, des gens qui étaient agents doubles pour l'Angleterre, là aussi, sous secret, encore pour une dizaine d'années au moins. Et donc, il faut patienter. Et peut-être quelqu'un, un jour, connaîtra quelque chose de plus sûr de ce que je peux vous raconter. Monsieur, comment allez-vous? Merci. Je vous en prie. Plutôt que le patois, c'est du franco-provençal, ça n'a rien à voir. Et en fait, les Non. paysans, ils parlaient essentiellement le patois avant le français. Non. Alors, le problème, là, je ne suis pas linguiste. C'est quelque chose qui me fascine, mais je ne suis pas vraiment un linguiste. Alors, le mot franco-provençal l'a créé un linguiste italien, même du Frioul, donc c'était vraiment de tout cet endroit, qui dit, bon, et pourquoi il l'a nommé comme ça? Parce qu'il dit, c'est une ère dans laquelle on ne parle ni le français, ni le provençal, mais il y a des éléments des deux. En réalité, au point de vue du développement des langues, qu'est-ce que s'est passé? Disons, le triangle entre qu'est-ce que c'est? Lyon, Ust et Genève, je ne me rappelle plus, quand même, ou Lausanne peut-être, fut occupé après la chute de l'Empire romain, non pas par les Francs, mais par les Bourgondes. Donc, c'est un développement du latin sur lequel s'est imposée non pas la langue germanique des Francs, mais la langue germanique des Bourgondes. Alors, certains éléments sont très proches du français, d'autres moins, à niveau de mots, à niveau de la structure. Je me rappelle quand j'ai étudié, il y a une dizaine d'années, j'étais étudié à Udine, au Frioul. Par contre, je trouvais beaucoup de liens entre le ladin parlé au Frioul et le valdôtain, qui n'ont rien à voir en tant que tournure, de syntaxe, etc., avec le français. Donc, on emploie franco-provençal, d'habitude je préfère dire le patois. Peut-être on pourrait mieux dire je sais pas, le franco-bourgonde, je ne sais pas. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord parce qu'on n'arrive pas à saisir vraiment les différences. Quand même, il y a une différence avec et le français et le provençal. Et donc, on a employé pendant des décennies le franco-provençal. Il est même employé au point de vue administratif. On pourrait changer, mais c'est vraiment c'est-à-dire un choix d'avoir employé cette définition. C'est ça. La population, qu'est-ce qu'elle parlait? Le problème s'est renversé, c'est-à-dire de quel point en avant le français a été normalisé au point de vue, comme nous le lisons et nous le prononçons aujourd'hui. Réponse avec l'école d'État après la Révolution française. Point. Je vous donne là aussi, je parle toujours de mon expérience, mais au moins je connais de quoi je parle. Autre recherche, archives de la visitation à Annecy. Donc, journal d'un monastère du XVIIIe siècle, tous les imparfaits, au lieu de terminer en AIT, donc je venais, etc., terminer en OIT. Or, si je dois prononcer ouais, et ouais, qu'est-ce que c'est? C'était à Annecy, et c'était même pas seulement à Annecy, j'avais parcouru plusieurs journaux et dont des monastères de l'ère savoisienne, et ils prononçaient évidemment à l'époque, donc avant la Révolution, en « ouais » et non en « et », comme nous le faisons encore aujourd'hui dans notre patois. Donc, c'est ce qui signifie que c'est le français qui, à un certain moment, a pris comme modèle le français de Paris. Et donc, on le parle comme ça. Peut-être il y a 3 siècles, nous étions beaucoup plus proches au français parlé, ou bien le français officiel et le franco-provençal, ou que ce soit parlé par la population, étaient beaucoup plus proches.
Mais là, malheureusement, on n'a pas de magnétophone, d'enregistreur et des choses pareilles. On ne peut pas savoir. On peut déduire par rapport à l'écriture de l'époque, mais ce sont vraiment des déductions. Elles ne sont pas certaines au 100%.